Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette séance numéro 7 en SQL. La dernière fois on avait vu comment créer des tables et on avait également pris pas mal de temps pour vous montrer les types de données que nous pouvons utiliser pour les informations enregistrées dans nos tables, comme les types sur les chaînes de caractères, les types numériques et également les types sur les dates, et avec des types aussi séquentiels comme les sets, ce genre de choses. Donc là on va passer sur certainement une des vidéos les plus importantes de cette formation, les contraintes. Donc les contraintes, c'est tout simplement un ensemble de règles que nous allons définir sur les tables et même plus exactement sur les colonnes de nos tables, sur certaines colonnes en fonction, qui permettront d'établir des règles à respecter lors de l'enregistrement de nouvelles informations que l'on aura et qu'on apprendra par la suite avec les requêtes sur cette formation. C'est vraiment un cours important puisque tout ce que vous allez voir là va vous servir tout au long, c'est-à-dire que si vous précisez correctement les contraintes sur vos tables, eh bien vous aurez moins de problèmes par la suite, vous aurez des choses beaucoup plus performantes et beaucoup plus de cohérence également pour les données, donc c'est vraiment très important. La vidéo sera un peu longue, donc n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois si nécessaire, voire à la regarder plusieurs fois, prendre des notes, enfin bref. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais il faut vraiment bien assimiler tout ce que je vais vous expliquer là, pour que ce soit plus pratique pour la suite et ce qui viendra sur les prochaines vidéos. Alors dernièrement on avait vu grosso modo donc tout ce que je vous montre normalement ici, si on est bien d'accord, tout ce qu'il y a sur mon fichier ici doit être compris, voilà, vous devrez le comprendre sans problème. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas dans cette syntaxe, n'hésitez pas à revenir sur les anciennes vidéos, c'est que vous avez loupé quelque chose. Donc avant d'avancer déjà, qu'on soit clair là-dessus. On va recréer une petite base de données, donc je vais appeler cours SQL ici. Alors déjà on va se connecter. Tac. Voilà. Donc on va recréer ça. Ok. On va dire d'utiliser notre base de données, évidemment. Toujours pareil. Et on va créer notre table. Mais ça on va voir par la suite. Donc ça c'est ce qu'on avait vu grosso modo précédemment. C'est pas tout à fait la même table que la vidéo précédente, mais j'ai repris un petit peu le principe. En gros je veux créer une table user, ok, qui possède un identifiant, qui est un petit nombre entier, d'accord. On va avoir l'username, donc le pseudo ou le nom simplement, qui peut être maximum jusqu'à 30 caractères. S'il en fait moins, il occupera moins d'espace en mémoire. Un email qui peut occuper jusqu'à 100 caractères. Une date d'enregistrement, donc ça peut être par exemple la date d'inscription, et un petit booléen qui va tout simplement déterminer si le membre en question, l'utilisateur, sera un admin ou non, d'accord. Donc si c'est 0, il n'est pas admin, si c'est 1, il est admin. Donc voilà, on a fait vraiment un système très simple, histoire que ce soit bien compréhensif pour vous et bien clair, et on va partir de ça pour vous expliquer, en tout cas pour vous expliquer aujourd'hui, les contraintes. Alors les contraintes, c'est quelque chose qui n'est pas là pour vous embêter, même si ça va être assez contraignant, c'est le cas de le dire, à mettre en place, qu'il va falloir réfléchir à tout, mais c'est surtout pour avoir des règles logiques, cohérentes, et que ça ait du sens au niveau de l'enregistrement prochain que vous aurez de vos données. Dans la vraie vie, vous allez voir, beaucoup de choses vont justement intervenir dans l'enregistrement des informations, et grâce à SQL, on est capable de les mettre en place via des contraintes. Alors un exemple tout bête, et on va commencer par celui-là. Dans certains cas, on a envie, et ça vous le voyez pour ceux qui font par exemple des formulaires en web, en HTML, et que après vous exploitez avec un langage de programmation, on a envie de renseigner certains champs obligatoires. C'est-à-dire qu'on veut absolument que la personne renseigne des informations, elles sont obligatoires pour l'enregistrement, par exemple lors d'une inscription via un formulaire d'inscription. En revanche, on peut avoir des informations qui elles seraient plutôt facultatives, optionnelles, et dont on n'est pas obligé de les renseigner. Dans notre cas, on va utiliser pour cela une première contrainte que vous allez apprendre, qui est la contrainte note nulle. Note nulle, c'est simplement une contrainte qui dit que tel champ, donc telle colonne de notre table, doit être obligatoirement renseignée quand on va enregistrer, par exemple quand on va faire un nouvel enregistrement d'utilisateur ici. D'accord ? Alors on peut le faire par exemple, donc si on veut sur tout l'ensemble des données, moi par exemple j'ai envie de dire toutes les données là, elles sont obligatoires, j'ai absolument besoin de les avoir. Donc je vais les renseigner. Pour le user admin, je vais pas le mettre en revanche, puisque ça c'est pas à l'utilisateur de le renseigner quand il va s'inscrire, c'est mon système qui va déterminer, et bien voilà, par exemple si je suis l'administrateur du site, ça va être mis à 1, et par défaut pour l'utilisateur, de toute façon, on pourra déterminer via un autre système de contraintes la valeur de 0. Donc on viendra sur ce champ-là plus précisément par la suite. Donc je pars du principe que tout ça c'est obligatoire. Donc là, le moyen d'ajouter cette contrainte à la création de la table, d'accord, c'est d'ajouter simplement note null. Donc ça en deux mots, vous pouvez encore une fois l'écrire en minuscule, majuscule, c'est vous qui voyez. Moi vous voyez que j'ai l'habitude de tout écrire en majuscule, sauf tout ce qui est nommage de table, base de données ou les colonnes d'une table. Mais vous faites vraiment comme vous voulez. Donc on le met bien avant la virgule, c'est important. Donc on précise, voilà, ok. Alors ça c'est plus pour être correct, même si évidemment la date c'est pas lui qui va l'enregistrer. On peut imaginer que sur un site web, quand la personne va s'inscrire, on va utiliser notre langage de programmation, PHP ou autre, pour récupérer la date au moment de l'enregistrement et
l'intégrer directement. Mais pour être sûr qu'à la fin on l'ait bien à l'arrivée, que le langage de programmation on l'ait dans tous les cas bien enregistré, même si ça ce n'est pas renseigné par l'utilisateur lors de l'inscription, on veut quand même bien préciser que on sait et on saura à l'avance que dans notre table user à la fin, dans tous les enregistrements des utilisateurs que nous aurons, qu'ils soient 500, 1000, 10 000, on aura obligatoirement une date qui a été renseignée. Si ce n'est pas le cas, et bien l'avantage de renseigner une contrainte, c'est quand on va essayer d'enregistrer un utilisateur, si on ne met pas ici d'information à user registration, c'est-à-dire qu'on ne met pas de date, on aura une erreur SQL pour nous dire voilà, qu'on n'a pas respecté une contrainte. Voilà leur utilité. Donc ça c'est vraiment une contrainte très simple, c'est celle qui rend obligatoire une information, donc une colonne d'une table. Ok, donc très simple, voilà, je peux vous la noter très rapidement. On va virer ça. Si vous voulez, je vais vous les noter vite fait, les différentes contraintes que vous avez. Vous avez donc le note nul, ok, qui est un peu colonne obligatoire. Elle ne peut pas être nulle. Si vous ne le mettez pas, eh bien, par exemple, la personne pourrait s'enregistrer sans mettre de username. Et dans ce cas-là, on aurait un enregistrement de l'utilisateur, et au champ username, il n'y aurait rien. D'accord, on aurait une valeur dite nulle, parce que c'est le terme qu'on emploie en informatique, hein, pour ceux qui font déjà de la programmation ou autre, vous êtes bien habitués à ce type de terme. Donc voilà comment que ça se passe pour le note nul. Alors ça, c'est ce qu'on peut faire à la création, d'accord, quand on veut créer une table. Mais vous savez qu'en SQL, si jamais vous avez déjà créé la table et que vous voulez modifier une table ou une de ces colonnes, vous pouvez le faire. Et on l'a déjà vu précédemment, notamment, et très rapidement, avec le alter table, d'accord. Ça veut dire altérer la table, donc modifier la table. Alors, alter table, on va faire ça, d'accord, sur celle-là. Et ensuite, donc moi je vais à la ligne parce que je trouve que c'est beaucoup plus clair comme ça, on peut dire, eh bien je veux procéder à éventuellement une modification, un changement, un ajout de quelque chose. Ok, donc ça on peut le faire. Alors comment on peut le faire? Eh bien on va pouvoir simplement le renseigner avec une modification de la valeur. On va pouvoir par exemple rajouter un champ note nulle au niveau, enfin plutôt une contrainte note nulle au niveau d'un champ que l'on veut. Alors le bon moyen de le faire, c'est tout simplement, par exemple, de prendre, admettons, j'avais pas mis note nulle ici à username, d'accord. On va partir du principe que j'aurai enregistré cette requête-là, au niveau de ma commande ici, au niveau de MySQL, et j'ai envie de finalement mettre un note nul à ça. Et bien il suffira simplement de réécrire toute l'information, d'accord. Donc je vais reprendre tout ça, hop, de dire bon finalement en fait maintenant je veux que username ça devient varchar30, donc tout ça ça n'a pas changé, et note nul. N'oubliez pas un point virgule, donc ça rappelez-vous c'est toute une requête, hein, elle peut tenir sur une ligne. D'ailleurs, oui, il va être. Je suis pas sûr qu'il va être content là si je fais ça. Pas aimé, non. Bon, on verra, c'est pas grave. Sinon, je vais bien. Attendez. On va l'enregistrer ici. On va faire copier. On va déjà enregistrer la table. Voilà. On va faire un describe table users. Voilà, comme ça on voit toute l'information. Vous voyez, il vous met qu'ici, est-ce que ça peut être nul? ID user non. Email non, admin oui, il peut être nul apparemment, mais ça on s'en fiche. Et vous voyez que username il peut l'être aussi. Donc on va reprendre la commande là. Je vois que j'ai pas fait une erreur, normalement non, hein, normalement c'est comme ça. Hop. Et là il me dit que si. Alors attendez, on va mettre un modify. Ok, c'est bon. Et là je refais un describe. Voilà, c'est bon. Donc j'avais simplement oublié le modify. C'est bien que j'avais oublié un mot, je trouve ça bizarre qu'il y ait deux champs comme ça. Mais comme j'ai toujours l'habitude d'écrire sur deux lignes mes requêtes comme ça, par rapport au mot, donc on n'oublie pas le petit modify, ok. Pour modifier justement, donc on va pas l'ajouter, on ne fait pas de add, hein. On aurait utilisé la commande add si on voulait ajouter un nouveau champ, parce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire éventuellement, je vous en avais parlé. Mais là, quand on veut modifier quelque chose d'existant, on fait modify et du coup, hop, on rajoute ici le note nul. Donc ça peut être pas mal pratique. Et du coup, c'est comme si on avait enregistré tout ça. Voilà. On verra. Alors nous, du coup, comme j'ai déjà créé la table là, on l'altérera à chaque fois qu'on voudra ajouter de nouvelles contraintes. Donc ça, c'est la première contrainte, c'est le note nul. Très facile, très rapide. J'ai été assez, voilà, j'ai pris le temps de vous l'expliquer, mais c'était assez succinct parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire dessus. Je pense que vous avez compris un petit peu le principe. On peut définir également un système, et ça, je pense qu'on le verra peut-être plus tard, l'auto-incrémentation. Est-ce que je l'ai pas forcément, on verra après pour tout ce qui est cas unique, je vous en parlerai un peu plus tard, parce que j'y pensais là, mais c'est pas forcément utile d'en parler tout de suite, on va garder ça pour plus tard, je vais garder tout ce qui est système de clés plus tard, parce que c'est le plus compliqué à comprendre au niveau des contraintes. On va passer maintenant à une autre contrainte, toute simple, ok, la contrainte qui va simplement dire, eh bien on l'a vu tout à l'heure par exemple, user admin
moi, bon, voilà, si par exemple je crée mon compte administrateur, il va déjà être créé avant peut-être même d'ouvrir le site, donc j'aurai par exemple user-admin qui aura pour valeur 1, d'accord, si on admet que j'enregistre par exemple une information, mais je veux que par défaut, dès que quelqu'un s'ajoute, d'accord, dès que quelqu'un s'enregistre sur le site, s'inscrit, on lui mette, et bien on ne le mette pas comme administrateur, ce sera assez problématique, donc je veux que par défaut, on renseigne la valeur 0 à user-admin, parce que je veux pas que ça reste un champ vide, je veux qu'à chaque fois qu'on va enregistrer un utilisateur, si c'est moi, bah, j'aurai la valeur 1, l'administrateur, et toutes les autres personnes auront 0, sauf si à un moment donné, je veux passer quelqu'un administrateur, à ce moment-là, on fera une requête pour modifier eh bien, la colonne user-admin correspondant à son enregistrement. Dans ce cas-là, on va pouvoir ajouter une autre contrainte qui est très facile à utiliser, puisque comme on a utilisé ici, vous voyez le note nul, vous avez juste à renseigner le mot default, et ici vous passez la valeur. Donc soit vous mettez une chaîne de caractères, parce que des fois vous avez peut-être besoin de renseigner ça, soit ça peut être simplement une fonction, mais ça on le verra plus tard, les fonctions on les a pas encore eues, ou un chiffre, ou ce genre de choses. Donc moi default, eh ben, je veux qu'il soit égal à 0, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce qu'on va l'altérer? Parce que du coup, je vais voir ça va être un peu le bazar là, comme j'ai déjà créé ma table, on va faire ça. Donc ça c'est dans le cas de la création de la table, comme j'avais déjà dit, alors on va le noter là. Le default, valeur par défaut. Je pense que c'est clair. Hein. Si vous voulez qu'il y ait une valeur par défaut quand on enregistre un champ, donc ça sous-entend un champ non obligatoire, hein, parce que si le champ est obligatoire, il y a quand même peu de chances qu'il y ait une valeur par défaut. C'est dans le cas où vous avez un champ facultatif, bien si vous voulez quand même le remplir avec quelque chose, vous utilisez la contrainte default suivie de quelque chose pour remplir par défaut. On voit que l'éditeur par contre ici a certains mots qui ne colorent pas comme il faut, hein, donc c'est pas grave, hein, ils sont pas forcément à jour partout. C'est le petit, on va dire le petit inconvénient de certains éditeurs de code, c'est qu'ils prennent pas, ils appliquent pas la coloration sur toutes les choses. Et c'est vrai qu'SQL ça a du mal à prendre la coloration comme il faut. Mais peu importe. Donc là on a enregistré ça. Si on veut l'altérer, donc c'est-à-dire si notre table est déjà créée, comme pour tout à l'heure, on va pouvoir dire bah on modifie notre table et du coup on ajoute cette contrainte là que nous n'avions pas pour le champ par défaut. Ok, donc on va pouvoir le faire très facilement. Donc moi je vais faire un alter. Oui c'est ça. Perdu, hop, on reprend ça. Donc j'ai modifié cette table là. Et ce qu'on va lui faire, c'est altérer le champ que l'on voulait, celui-là. Donc ça c'est pas à faire si vous l'avez mis dans la création, d'accord? C'est si jamais vous n'aviez pas la contrainte quand vous avez créé votre table, et que vous devez le faire après, eh bien vous faites une alter table. Ça se fait que si vous l'avez pas fait à la création. Ça sert à rien de faire par exemple ça, comme je l'ai écrit là, en mettant le default, et ensuite de dire je modifie la table pour ajouter le default. Il y est déjà, donc vous aurez fait une requête pour rien. Ce serait un petit peu dommage. Donc on va faire ça, on va mettre un 7. Est-ce qu'il me prend la coloration là? Non, le default il veut pas, il a décidé que non. Très bien, voilà. Ça veut dire t'altères la colonne user-admin, et tu lui attribues par défaut la valeur 0. Ok. Et si jamais je voulais supprimer la contrainte, ce qu'on peut le faire aussi, bah, il suffit de faire le alter table, le nom de la table, hein, comme on a mis ici, et ensuite il suffirait simplement de faire ça, alter le nom de la colonne, et là vous faites drop default. Voilà. On peut faire pareil pour le drop note nul, hein, on pourrait le retirer aussi si vous voulez en faisant ça. Et voilà, ça c'est pour retirer, par exemple s'il y a déjà une contrainte pour la retirer, et ça c'est pour ajouter la contrainte si elle n'est pas déjà présente. Donc je vous montre beaucoup de choses, mais de toute façon avec la pratique, les exercices, tout ça, vous aurez l'occasion de mettre ça vraiment en pratique, de vous exercer. Donc vous en faites pas si vous voyez qu'il y a beaucoup de commandes, beaucoup de choses comme ça qui se mélangent. C'est parfaitement normal et ça va être un petit peu le problème au départ quand vous allez étudier SQL, parce que vous allez avoir plein de commandes, plein de requêtes différentes, des mots-clés, des alter tables, des drops, tout ça, et on s'y perd un petit peu au début. Mais si vous faites les choses de manière logique, vous verrez que ça a parfaitement du sens et c'est très simple à mettre en place. Donc là on voit que le default, vous voyez j'en ai pas, un user admin, il n'y a rien au niveau par défaut, on voit que par défaut tout est égal à nul, c'est-à-dire si jamais ce n'était pas en note nulle, ça mettrait nul par défaut. Donc moi je fais ça, voilà, et là je refais un petit describe, et vous voyez il me met bien que maintenant, user admin, par défaut ça prendra la valeur 0, ok? Donc tout simple à mettre en place. Voilà pour cette deuxième contrainte, le default. On a un autre aussi très pratique qui va permettre de vérifier, de checker une valeur. C'est la contrainte check, comme le nom le porte bien, qui va vous permettre de faire un petit test, de dire, bah voilà, vérifier une valeur. Vérification d'une valeur. Alors sur quoi ça peut être utile? Bon là j'ai pas forcément fait de colonne qui serait logique. Alors sur quoi je peux le faire?
pas vraiment... On va le mettre là-dessus, même si c'est pas forcément logique ou ça n'a pas forcément de sens, mais c'est parce qu'il faut bien que je le mette quelque part pour vous le voyez dans la vidéo. Donc on va le mettre sur le ID user. On n'a qu'à partir du principe, on veut pas par exemple le ID user il soit supérieur à, je sais pas moi, au nombre 1 million, d'accord? Je vous dis vraiment un exemple au hasard qui n'a pas forcément de sens, mais c'est que vous compreniez comment fonctionne la contrainte. Donc il suffit d'utiliser le mot check, ok, suivi d'un petit test à faire, d'accord? Le test, ça va être simplement, entre parenthèses, quelque chose, donc le champ que vous voulez, par exemple ici, genre je veux que ID user, eh bien il soit par exemple plus petit ou égal à, on va pas forcément mettre 1 million, on va mettre 10 000, voilà. C'est-à-dire que ça va vérifier qu'à chaque fois qu'on va vouloir enregistrer un utilisateur, qu'on n'a pas un ID user ici qui est supérieur strictement à 10 000. Sinon, pareil, on aura une erreur SQL pour nous dire il y a une contrainte ici qui n'est pas respectée, la contrainte check. Donc ça peut être utile par exemple quand vous voulez avoir une fourchette de valeur ou un maximum, un minimum. Par exemple, sur vous avez par exemple des prix pour un objet dans votre base de données, on est d'accord qu'un produit ne peut pas avoir un prix négatif. Donc vous pourriez par exemple vérifier le prix, d'accord, serait strictement supérieur à 0. Ok, par exemple. Pour le prix d'un produit, ça pourrait être assez intéressant et très utile comme contrainte. Là, j'avoue, bon, pour mon exemple, c'est pas forcément très utile, mais c'est pour que vous compreniez. Donc ça, c'est dans le cas de la création, ok, dans le cas où je veux vraiment créer le champ. Et si je le fais après, vous voyez qu'on refait toujours pareil, un alter table, etc. Ok. Et là, alors que je me trompe pas, parce que c'est vrai qu'entre ce que moi j'essaie de vous faire maximum, en fait, je vous apprends les commandes, comme je vous l'ai dit, de SQL, c'est-à-dire celles qui fonctionneront partout. Mais il faut savoir que pour les contraintes de table, vous avez également des commandes qui sont propres à MySQL, d'autres qui sont propres à SQL Server et d'autres à Oracle. Et elles fonctionnent aussi. Donc celles-là, j'évite de vous les montrer parce que si vous les faites sur Oracle, le jour où vous allez passer à MySQL, ça ne fonctionnera pas. Donc moi, je vous montre en fait les commandes qui vont fonctionner partout, d'accord? Donc si un jour vous voyez dans des tutos, dans des documentations, je ne sais quoi, que les commandes sont pas les mêmes que celles que vous avez apprises ici, c'est parfaitement normal, ok? Moi, je privilégie les commandes générales en SQL dans la mesure où vous pourrez basculer d'une base de données à l'autre, ça fonctionnera partout. C'est quand même beaucoup plus agréable et vous allez gagner du temps au niveau des bases de données. Après, libre à vous d'apprendre également les syntaxes propres au type de base de données sur lequel vous travaillez, mais moi, c'est pas ce que je vous montrerai. Donc on va faire ça. Alors là, du coup, c'est pour ça que je vous dis, il faut pas que je me trompe. Là, je crois que c'est juste un add. Normalement, c'est un add et tout ça en fait. On fait un add check. Donc vous voyez, des fois c'est modify, des fois c'est add, des fois c'est alter. Enfin, faut faire gaffe. Si je me suis trompé, de toute façon, je le verrai dans MySQL et on corrigera à ce moment-là en direct sur la vidéo. Alors c'est le add check, le champ qui est ici. Ok, donc on va faire ça. Donc là, je précise, vous voyez que moi ici, comme j'ai pas du tout de check de rien du tout, je fais un alter table. Écoutez, ça a marché, donc c'est peut-être bon. Peut-être pas fait d'erreur. Tant mieux, hein. On va vite le voir. Ok, alors par contre, on le verra forcément pas. Ah oui, on va pas le voir là, j'aurai pas toutes les infos. Ça, c'est embêtant. Est-ce que je peux le voler? Est-ce qu'on peut tout avoir? Je sais pas si je peux donner toutes les infos. En train de voir ce que là on le verra pas, du coup on le verra plus tard. Et si on avait par exemple une requête pour enregistrer un nouvel utilisateur, on l'aurait vu. On aurait pu faire un test exprès pour que ça ne marche pas. Comment on peut... parce que le problème c'est que je vais avoir trop d'infos. Je pourrais faire la commande là, mais il va y avoir 15 000 infos, ça je veux pas la faire. Ça va être n'importe quoi, on va avoir 15 000 colonnes. Voilà, on comprend rien. Et en plus j'ai pas ce que je voulais. Ok. C'est pas grave. Et si on fait un... c'était sur quoi que je l'ai fait? La contrainte sur ID user. Ah, j'ai rien de plus, hein, voilà, donc bon, c'est pas grave, mais bon, ça a fonctionné, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Comprenez simplement que plus tard, quand on fera des requêtes, et c'est là que vous aurez l'occasion de vérifier ça, quand vous allez vouloir enregistrer un utilisateur, si jamais on entrait manuellement un ID user qui est plus grand que ça, eh bien ça ne fonctionnera pas, comme je vous l'ai dit, il y aura une erreur SQL pour vous dire, voilà, vous n'avez pas respecté cette contrainte check, puisque vous avez une valeur trop grande, donc c'est bien à savoir. Alors ça, c'est pour ajouter, ok, toujours pareil. Comment on peut faire aussi? On peut créer... Si par exemple vous avez besoin de faire une contrainte sur, donc par exemple un check sur plusieurs champs différents, d'accord? Il faudra nommer en fait la contrainte. C'est-à-dire que vous serez obligé de faire add
constraint, donc attention c'est le terme anglais, hein, c'est pas contrainte en français. Là vous donnez un nom à la contrainte, donc comme c'est une contrainte check, en général on prend l'habitude d'appeler ça CHK, on met underscore et on met le nom de la contrainte qu'on veut. Moi ça peut être quoi, par exemple ID trop grand, alors je mets un nom en plus, je mélange du français et de l'anglais, mais c'est, on va mettre plutôt ID too big, voilà, comme ça, d'accord. Et ce serait par exemple, eh bien un check de plusieurs choses, genre on aurait un champ 1, genre field 1, je sais pas moi, qui doit être plus petit ou égal à 10 000, genre ça, d'accord. Et on pourrait mettre un end id user doit être par exemple absolument plus grand que 0. Et on pourrait faire par exemple ça. Si vous avez besoin de faire comme ça des vérifications sur plusieurs choses, même sur d'autres champs, c'est-à-dire que là je l'ai fait que sur id user, mais si j'avais besoin de le faire sur par exemple user admin, voilà, genre de choses, d'accord. User admin par exemple ne peut pas être plus grand que 1. Ce serait un peu bizarre de faire ce genre de contrainte. Voilà, on aura créé une contrainte qui aura un nom, d'accord, et sur plusieurs champs, éventuellement sur plusieurs colonnes. Donc ça c'est une possibilité. Et si on veut supprimer cette contrainte, si à un moment donné elle est faite puis qu'on n'en veut plus, bah écoutez, donc la contrainte par exemple ici, bah, il suffira juste de faire simplement, c'est drop check, ok, et la fameuse contrainte que vous aurez créée. Donc si on a fait par exemple too big, bah on fera ça. Voilà, ce genre de choses. Donc c'est des possibilités qui peuvent être faites, très pratiques, un drop check, etc. Voilà. Normalement tout est dit là-dessus, je l'ai noté, ouais, check c'est bon. Donc très simple à utiliser, hein, check, vous voyez, c'est une petite vérification, vous l'utiliserez quand même moins que notre nul et default, je pense, mais c'est bien de le savoir parce que ça peut être utile. Alors je vais l'enlever puisque dans mon cas c'est pas forcément utile. Là pour le coup, pas forcément d'utilité là. On va le laisser là. Est-ce que je repars pas sur une table par défaut? On va faire un drop table. Ah non. C'est histoire de repartir. Bravo. J'ai viré tout mon truc, c'est pas grave. Table user, voilà. Là je fais un show tables, on n'en a évidemment pas. Et on va reprendre celle-là. On va repartir sur une table propre. Enfin c'est pour être sûr, voilà, d'avoir vraiment celle-là. Hop. Ok. Vous voyez, si dès le début, vous voyez, je les mets dans la création de table. Mais regardez, tout y est, d'accord, dès le début. Sans passer, là vous voyez, j'ai pas besoin de faire de alter table puisque j'ai déjà tout renseigné à la création. Donc il est évidemment mieux dès le départ d'avoir toutes les bonnes contraintes. C'est pour ça que je vous ai dit et que cette vidéo est un peu longue, parce qu'il faut bien comprendre que vous devez réfléchir d'avance à comment seront les contraintes de votre table. Et si un jour vous avez fait un oubli ou qu'il y a quelque chose qui vient à changer, vous pourrez l'ajouter avec un alter table, mais c'est quand même mieux au départ d'avoir déjà bien réfléchi à la chose pour avoir quelque chose de cohérent au départ, d'accord, avant de commencer à avoir plein de données et qu'il faille faire plein de modifications et plein de requêtes pour changer ce qui ne serait pas forcément valide suivant des nouvelles contraintes. Donc réfléchissez bien à ça, c'est super important. Voilà pour ces contraintes là, donc on a vu entre guillemets les plus simples à mettre en place, hein, les plus évidentes, et on va arriver maintenant sur des contraintes dites d'unicité, les clés primaires, clés étrangères, etc. et d'index. Je vais vous expliquer tout ça, parce qu'il y en a encore pas mal, hein, on n'en a pas vu beaucoup, mais il en reste encore quelques-unes. Donc la première à connaître, c'est la contrainte unique, d'accord. Donc ça peut être par exemple, je pense que c'est clair, pour la valeur d'un champ qui est unique. On pourrait partir du principe, et c'est un peu logique sur un site, que le pseudo, donc le nom d'utilisateur, il est unique. Il ne faut pas que par exemple deux utilisateurs aient le même pseudo. Sinon ils vont se connecter sur le même compte, ça aurait quand même de sacrés et de sérieux problèmes au niveau authentification, au niveau vie privée, respect des données, etc. Donc pour cela, on peut dire que le username par exemple deviendra une information unique, ok, de dire simplement, voilà, c'est une info qui est à réserver pour l'unicité en fait du nom d'utilisateur, et si un jour quelqu'un veut créer un nouvel utilisateur qui porte déjà un pseudo qui existe dans votre table, il y aura une erreur qui sera générée pour dire non, voilà, le pseudo est déjà utilisé, donc on ne pourra pas l'avoir à ce moment-là. Donc ça c'est des choses à voir. Alors comment on utilise le unique? Eh bien, quand vous avez toutes ces informations là, vous pouvez simplement faire, donc ici avant la fin de la création, un unique, et entre parenthèses, vous lui passez la valeur qui sera unique. Par exemple, id user. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai été faire... Bon, on s'en fiche, c'est pas grave, on va faire une altération, ce sera bien aussi. Voilà. Et là, comme ça, on lui dit, on n'est pas du coup la petite virgule. On lui dit que on applique une contrainte d'unicité sur id user, et on peut l'appliquer également sur autre chose, hein. On pourrait la mettre sur username. Alors nous, tiens, on va la mettre juste sur username, pour le coup, parce qu'on fera autre chose avec id user, donc on va pas mélanger tout. Comme ça, je vous l'expliquerai. Donc ça, c'est important, la voir.
On peut également utiliser une contrainte nommée, mais je suis pas sûr que ce soit forcément utile de vous le montrer, c'est pas forcément nécessaire, ça c'est la méthode on va dire qui fonctionne bien à tous les coups, il n'y a pas de problème. Donc si vous avez besoin d'ajouter par la suite, et ben écoutez on refait la même chose, hein. On reprend toujours la même chose, alter table. J'essaie de pas aller trop vite dans mes explications parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire et je veux pas non plus faire une vidéo trop longue, mais j'essaie de jauger entre une vidéo là, pas trop long, mais il faut pas non plus que je vous bâcle et balance toutes les choses comme ça. Voilà, j'ai l'habitude de bien prendre le temps de vous l'expliquer parce que l'intérêt c'est que vous ayez compris par la suite. Et là on fait un add unique et normalement on va prendre tout ça. Écoutez, on va prendre les petites voilà, petites anticotes. En faisant ça c'est bon. On fait ça. De toute façon, si c'est pas bon, si j'ai fait une erreur, on va vite le voir. C'est passé. Et là, table users. Et voilà. Et là, vous voyez, il nous met que à username, il y a un prix. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, il a fait en fait une règle d'unicité. Donc, prix, c'est pour primary key, pour clé primaire, mais on va en parler un petit peu après. Donc, il a bien créé une règle d'unicité là-dessus. Donc, on ne pourra plus avoir d'utilisateurs qui portent le même username. Ce sera impossible grâce à cette contrainte-là d'unicité qui est très importante et vous allez comprendre pourquoi. Si on veut la nommer, cette contrainte, par exemple, on veut définir une contrainte d'unicité sur plusieurs champs, par exemple ID user, username. On peut le faire aussi, tout à fait possible, un peu comme tout à l'heure avec le check. On va faire add constraint, faut pas se tromper. Là on lui met un nom, donc moi j'ai envie de lui mettre, je crois que c'est UC normalement qui mettent les gens habituellement. Pour les contraintes d'unicité, enfin après vous mettez ce que vous voulez, hein, ça n'a pas de, c'est pas obligatoire, c'est juste que par convention, les gens ont pris l'habitude d'écrire les contraintes comme ça. Donc même moi, personnellement, j'utilise jamais les normes à ce niveau-là, j'écris toujours un peu les contraintes comme ça m'arrange pour que ce soit clair de mon côté. Là on va mettre du coup user, par exemple user ID, c'est un peu bizarre comme nom. Et là, l'unicité pour moi se fera sur, à la fois sur ID user, virgule et username. Donc vous voyez là, on ne fait plus l'unicité sur seulement une colonne, mais sur plusieurs. En l'occurrence ici, 2. Donc je vais le faire. Hop. Voilà, un petit describe table user. Et là, regardez, nous avons tout ce qui a été fait. Voilà. Donc on a toujours le primary key pour username, mais on a également une contrainte spéciale pour ID user. Donc c'est plutôt à connaître à ce niveau-là, et comme ça on a un nom qui lui a été donné et sur lequel on pourra travailler. On peut bien sûr l'enlever. Pareil logique. Alors je vais faire un alter table drop. Alors là c'est index. Comment je l'avais appelé user ID, hein, c'est ça. Pas se courir dans les noms. Si on veut la retirer, j'ai fait une erreur. Ah merde, c'est pas. Excusez-moi, c'est pas US, c'est UC. Hein. Sorry, voilà. Voilà, et là vous voyez on a retiré, donc on a gardé ça parce qu'on avait déjà mis une contrainte ici d'unicité. Donc vous voyez ça se mélange pas, hein, d'accord? C'est vraiment deux choses différentes. Si on définit une contrainte nommée, ça va être autre chose qu'une contrainte sur un seul champ. Et puis voilà. Écoutez, ça a l'air d'être bon là-dessus. Voilà. Pour cette partie-là. Au niveau de unique, normalement je vous ai dit tout ce qu'il y avait à faire. Alors au niveau d'autres types également de contraintes, on a la fameuse contrainte, et là d'ailleurs je ne vais pas trop les mélanger, primary key. La contrainte de clé primaire, alors là c'est particulière, c'est en général utilisé pas mal sur les identifiants, c'est-à-dire par exemple quand vous avez un ID de votre table, on va utiliser la clé primaire là-dessus, d'accord? C'est pour dire voilà, qu'on aura un identifiant unique, qui est important vraiment, parce que c'est l'information importante de notre table, et on définira en général une clé primaire. Alors pour le faire, on va procéder de la même manière en fait que ce que nous avons fait ici avec unique, c'est-à-dire qu'on va avoir primary. Alors est-ce que... non, c'est un espace, un jeu. Oui, normalement c'est un espace, c'est pas underscore, faut faire gaffe. Et là je vais le définir sur ID user. Ok, voilà pour ça. C'est bon ici. Alors attends, on va reprendre ce code. Donc je vais l'enlever à chaque fois, c'est pour être sûr d'avoir quelque chose. C'est comme je fais 15 000 contraintes en même temps que ça se mélange, on va éviter de faire des bêtises. Là, je vais même faire un exit. Voilà, pour revenir à quelque chose de propre. -p, ok.
Alors, notre nul, default, primary key, ID user. Ok. Bien joué. Ah oui, bah oui, je suis... Use, cours SQL. C'est pas mal aussi. Ah. Hop. Voilà. Describe, table, users. Et vous voyez, cette fois-ci, nous avons notre clé primaire sur ID user. Alors à quoi ça va servir? Eh bien en général, et ça bon je vous le dis parce que c'est quelque chose à savoir, quand on fait des petits identifiants comme ça sur une base de données, c'est un identifiant qui va s'auto-incrémenter. C'est-à-dire que c'est pas vous qui allez le renseigner manuellement, c'est le système. Quand vous allez par exemple ajouter un utilisateur, vous allez ajouter toutes ces infos-là, que ce soit par programmation ou via un formulaire HTML ou ce genre de choses, et c'est SQL qui va automatiquement indiquer ici un identifiant. Il partira par exemple de 1 au début, jusqu'à évidemment le maximum que peut accepter un small int 6, d'accord, par rapport à la fourchette de valeurs possible. Et il enregistrera ça, vous voyez, comme un autre nul, puisque ce sera évidemment renseigné à chaque fois, et on pourra appliquer, si on veut, et c'est même bien de le faire, une auto-incrémentation. Donc l'auto-incrémentation, c'est une autre contrainte. Je crois qu'il y a un underscore si je dis pas de bêtises pour le renseigner ici. Et on va l'ajouter, bah ici, sur le ID user. On a notre nul, on va le mettre ici, on va faire ça. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire quand vous allez enregistrer votre premier utilisateur, SQL va mettre la valeur 1, pour le premier ici, et 2, et 3, et 4, etc. jusqu'à encore une fois la limite que vous avez par rapport à la taille de la donnée que vous avez définie. Donc vous n'aurez pas besoin de le renseigner vous-même puisque ce sera auto-incrémenté. Pareil, si un jour vous avez besoin de changer l'endroit où ça s'incrémente, bah vous aurez juste à faire un alter table de ça. Voilà. Et là, bah, il suffira de faire un auto-incrémente égale par exemple de 100. Si vous voulez par exemple que l'incrémentation elle commence à 100, c'est-à-dire que bah, votre premier utilisateur, il commencera à l'ID 100, 101, 102, etc. Ça ira de 1 en 1. Donc ça on peut le faire, on n'est pas obligé de commencer obligatoirement à 1, on peut commencer à 100, à 1000, comme on veut. Imaginez par exemple quelqu'un qui aurait une liste de factures, souvent les factures on les commence à 1000, à 10 000, etc. On les commence pas forcément à la facture numéro 1, facture numéro 2. Donc ça peut être quelque chose à savoir ici. Donc quand on fait, souvent je vous dis sur un identifiant, on définit une clé primaire sur ce dernier, d'accord, et une auto-incrémentation. C'est-à-dire que cet identifiant, il va pas nous servir pour savoir, c'est-à-dire qu'on s'en fiche en fait du nombre qu'il y a là. C'est pas un identifiant par exemple que nous avons créé nous-mêmes. Il est généré, il va nous servir plus tard, vous allez voir, pour des requêtes de sélection qui seront du coup très rapides puisqu'elles se serviront de cet identifiant et éventuellement d'un index pour faire des parcours, et ce sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus performant en termes de ressources, en termes de tout ça. Donc il faut penser à le faire, et c'est ce qu'on fait habituellement sur une base de données. Quand on a une idée de quelque chose qui est auto-généré, on le met en note nulle, on le met en primary key, donc de toute façon primary key ça va être géré comme ça, donc en unique, primary key c'est comme un unique en fait, mais en plus fort, et avec une auto-incrémentation. Donc ça c'est ce qu'on fait à tous les coups. Après si vous voulez vous créer un identifiant spécial, par exemple genre vous prenez les 3 premières lettres du prénom de la personne suivi d'autre chose, bah à ce moment-là ce sera à vous de créer un identifiant spécifique en le mettant en unique ou ce genre de choses, éventuellement avec un check. Mais c'est vous qui l'aurez créé vous-même, d'accord? Là c'est un identifiant qui est généré automatiquement par SQL. On n'aura même pas besoin de s'en occuper. C'est voilà, pour entre guillemets au niveau de notre représentation, au niveau de notre schéma, notre base de données, c'est comme s'il n'existait pas, d'accord? C'est géré par le système, c'est à la machine de s'en occuper. Nous, ce qui nous intéresse pour l'utilisateur, c'est ça. On s'en fiche de savoir que un tel utilisateur a un ID user de 37. Par exemple, on s'en fiche complètement. Voilà. Donc ça, c'est ça important à savoir au niveau du auto-incrémente. Donc je vais mettre incrémentation de 1 en 1. Parce que c'est juste ça, je vois pas ce que je peux mettre indiquer de plus. Voilà, vous avez toutes les infos ici. Tout est dit sur cette partie-là. Si jamais vous voulez l'ajouter par la suite, d'accord, faites ça. Et vous faites primary key. Est-ce que je l'avais dans ma base? Ouais, je l'avais. Par exemple, si je veux ajouter une clé primaire à username, même si ce serait pour le coup pas utile, c'est pas grave, de toute façon on supprimerait la table, bah vous faites ça, tout simplement. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de syntaxe à connaître, pour ça n'hésitez pas à prendre... Ah oui, bah oui, je suis en train de définir plusieurs clés primaires, on peut pas.
c'est pas grave. Bon, j'aurais dû la faire sur ID user, mais elle est déjà. Puisqu'évidemment, clé primaire sous-entend que vous en avez qu'une seule, hein, d'accord? C'est pas comme l'unicité. L'unicité, vous pouvez en mettre plusieurs, puisque c'est définir qu'un champ est unique, il peut pas avoir des valeurs similaires. Par contre, une clé primaire, comme ça sert justement pour quelque chose d'automatique, vous n'en aurez qu'une seule. C'est pour ça que c'est deux choses différentes, hein. Si c'était pas différent, il n'y aurait pas deux cas ici, on aurait juste un seul type de contrainte et non pas deux. Donc c'est pour ça qu'on parle de primaire, d'accord? Il n'y a qu'une seule clé primaire, alors que des règles d'unicité, on peut en avoir plusieurs. Donc faites attention à ça. Alors est-ce que j'avais pas vu que ID user il avait déjà une clé primaire, donc on s'en fiche. Alors pour ça, si on veut définir une clé primaire nommée, hein, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est-à-dire sur plusieurs champs, mettons je veux faire une clé primaire basée sur les 3 premières lettres de name et suivie de les 3 premières lettres de l'email, même si c'est complètement ridicule, mais ça pourrait se faire, eh bien on fera pas ça, avec primary key, on ferait un add constraint. Là vous mettez par exemple pk quelque chose, d'accord, ident de je ne sais pas quoi, hein, ça c'est vous qui voyez, primary key, et là vous définissez sur les champs que vous voulez. Par exemple on peut dire c'est composé, ma clé primaire est composée de l'id user et de son nom d'utilisateur. Par exemple, on pourrait faire tout à fait ça. Est-ce qu'il va me l'accepter du fait que je fais la modification? Non, il veut évidemment pas, puisqu'il y a déjà une qui a été définie par là, évidemment. Drop primary key, donc pour la retirer. Voilà, donc là si je refais un... Bon, pourquoi il n'y a pas besoin de spécifier? Parce que comme vous n'avez qu'une seule clé primaire, vous avez juste à mettre drop primary key, il va automatiquement la retirer, puisqu'il sait où la chercher, puisqu'il n'y en a qu'une seule. Vous pouvez pas en mettre plusieurs, vous voyez qu'elle n'y est plus. Et après comme ça on peut éventuellement faire ce que j'ai fait, même si c'est très moche. Enfin je veux dire, ça sert à rien de faire une clé primaire de cette manière, mais bon, c'est pour l'exemple. Voilà, et là si on fait un describe table user, voilà comment ça se passe, vous voyez. Vous avez une clé primaire, donc faut pas croire qu'il y en a deux en fait, c'est juste que vous avez une clé primaire qui est fondée, qui est créée sur deux colonnes de votre base de données. Alors c'est vrai que là le tableau il le montre pas forcément très bien, parce que ça en console, c'est pas sous forme graphique, mais si par exemple vous affichez ça sous forme graphique, vous le verriez certainement mieux. Donc là c'est vrai que c'est pas forcément, ça pourrait induire en erreur, mais attention, il s'agit bien d'une seule clé primaire basée sur ID user et username à la fois. Mais le tableau il vous le met sur les deux. Voilà pour ça. Du coup, on va faire ça, on va l'enlever, hein, parce que c'est vraiment pas beau. C'est pas joli tout ça. Donc on va l'enlever cette clé primaire. Ok. Et du coup, on va juste garder ça. Attention, drop table users. Voilà. Et on enregistre ça proprement. Voilà. Voilà, là on a une table qui est propre, et vous voyez l'auto-incrémente, hop, il y est aussi, bien évidemment, bien renseigné. Donc c'est important de l'ajouter à chaque fois. Voilà pour la clé primaire. On a un autre cas maintenant, et là qui va être très important, c'est le cas des clés étrangères. Donc c'est l'avant-dernier cas, on terminera sur les index, mais ça va aller très vite pour les index, parce que vous allez très vite comprendre. Mais là c'est, je pense, un des cas les plus importants aussi, puisque c'est ça qui produit les relations entre nos différentes tables. Rappelez-vous, on parle de système de gestion de base de données relationnelle, ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous allons gérer tout un tas de relations. Et je vais vous montrer ça par un exemple très rapide, très moche, c'est-à-dire fait sur un logiciel rapidement, à la main comme ça. Mais on peut imaginer, donc vous avez, on va faire des cercles, hein, ça va être quand même beaucoup plus pratique. Non, pas forcément en fait. Vous avez votre table d'utilisateur, d'accord? Ok. S'il te plaît, prends le texte, s'il te plaît. C'est déjà galère à utiliser comme logiciel. Voilà, je vais noter le même nom. Hein. Okay. Voilà. Table user. Mettons. Et vous auriez, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on aurait... Tiens, une table de news, d'accord? Genre sur un blog, un site, n'importe quoi. On aurait une table de news. Alors c'est évidemment pas beau du tout, mais c'est surtout pour comprendre. Voilà, table de news. Vous avez plein d'informations sur cette table de news, d'accord? Vous aurez par exemple un ID news, vous savez le truc automatique. Vous auriez un news title, qui est le titre de la news, un news date, news content, news est-il publié ou non, enfin peu importe, et vous aurez par exemple un auteur. Mais l'auteur, vous êtes d'accord, pour éviter la redondance, on va pas s'amuser dans la table des news à renseigner tout ce qu'on aurait dans la table user. Imaginez qu'on ait il y a plein toutes les infos qu'on a en fait. Hein. C'est-à-dire le ID user, username, user email, user registration, etc. D'accord. On va pas s'amuser à remettre toutes ces infos là, d'accord,
dans la table de news, parce que ça ne les concerne pas. Hein. La table de news n'a pas besoin qu'on indique le username, le user email, la date d'inscription et est-il administrateur à chaque fois. Sinon on aurait de la recopie, on aurait des doublons, des triplés, enfin bref, on aurait de la redondance de données, ce serait pas pratique. Donc ce qu'on va faire, on va dire tout simplement, là vous allez voir c'est tout bête, si vous comprenez ce que je vous dis là, vous aurez tout compris au niveau SQL sur les relations entre les tables. Il n'y a vraiment rien d'autre à savoir. Vous allez avoir ici, on est d'accord, ça c'est l'idée de la news, d'accord, c'est la fameuse primary key, ok. C'est l'identifiant le plus fort, on va dire. Ça, c'est l'identifiant le plus fort pour l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui sera unique, c'est que ça va être généré automatiquement. Le premier utilisateur inscrit, il aura l'ID 1, 2, 3, etc. jusqu'à je sais pas combien. Pour les news, pareil. Il y aura un ID news de 1, 2, 3, etc. Nous, ce qu'on veut faire, c'est ici, pour l'auteur, plutôt que de dire on met toutes ces informations parce que ce serait évidemment très très lourd, on va simplement, et normalement je dois avoir un outil pour faire, lui dire, eh bien ça, c'est un identifiant, d'accord ? Donc c'est simplement l'idée reliée à celui que l'on veut, d'accord? Et on crée du coup cette relation. Voilà, c'est-à-dire que là on va mettre juste un identifiant. Admettons ici on aura l'identifiant 36, ok? Alors, je vais agrandir un peu parce que peut-être que vous voyez pas bien. Le 36 là, eh bien ça correspondra à un ID user de 36. Et quand on fera des requêtes plus tard pour faire ce qu'on appelle des jointures, on sera capable de relier comme ça plusieurs tables pour dire liste-moi par exemple toutes les news faites par l'utilisateur qui a l'ID 36. Donc on partirait même d'ailleurs sur son username, hein, pour faire ça plus, on va dire plus humainement parlant. On partirait plutôt sur le nom d'utilisateur que son ID. Mais au niveau relationnel, au niveau SQL, il serait capable, grâce à l'ID qu'on aura juste là stocké, retrouver toutes les informations de l'utilisateur en question. L'avantage, c'est que vous voyez de tout stocker à chaque fois, ça va juste être un chiffre, ici qu'on va stocker dans News. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et vous allez pouvoir faire ça partout. Donc du coup, ce qu'on va définir, eh bien on aura ce qu'on appelle une clé étrangère. C'est-à-dire que NewsAuthor, ce sera une clé étrangère, qui fait référence à ID user, de la table user. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. NewsAuthor est une clé étrangère qui fait référence au ID user de table user, table users. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris en SQL, parce que c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc comment définir ce genre de relation, hein, qui est un peu, on va dire un peu particulière? On va pouvoir le faire. Alors, parce que là, évidemment j'ai pas plusieurs tables. On va virer ça, on va faire un create table. News, hein, on va reprendre du coup le même exemple que mon schéma, en tant qu'à faire. Ici. On va faire, je vais pas mettre tous les champs que j'avais mis, hein, dans le schéma. Small int. Donc là, même système, ça va être un système automatique, hein, n'oubliez pas. Note nulle, auto-incrémente. Toc. On fera un primary key à la fin. Je préfère le mettre. Oula. Voilà. À la fin. ID news. OK. Comme ça, on est sûr d'avoir ce qu'il faut là. Ensuite, on va avoir un news title, qui sera par exemple un titre qui fait jusqu'à 80 caractères, suivant mon site, etc. Et il est obligatoire. On va rester là-dessus. Ensuite, on aura un news content. Bon, je vais pas mettre la date, hein, encore une fois, qui sera un texte, parce que bon, on écrit beaucoup de choses, hein, donc un texte est nécessaire ici. Et on aura enfin notre fameux news author, qui sera, bah regardez, puisque ça correspond à ça, on peut lui mettre la même taille, d'accord, pour faire les choses proprement. On aura tout simplement cette information là. Ce sera une clé étrangère, alors note nulle évidemment, hein. Voilà, c'est pareil logique, qui sera notre clé étrangère en référence à l'ID user ici, d'accord. Donc on aura une relation qui va se créer entre la table des news et la table des utilisateurs. Ce sera du coup très important de la prendre en compte. Comment la définir? Eh bien on pourra simplement faire notre clé primaire, donc notre clé en fait étrangère, directement ici. Donc moi ce que je vais faire, virgule là, on va marquer foreign key pour clé étrangère. La clé étrangère c'est quoi? C'est ça, NewsAuthor, d'accord. Alors je fais pas de bêtises. Et ça fait référence, references, on n'oublie pas le S à la fin, à la table des utilisateurs. Donc vous voyez, il suffit, si vous réfléchissez en fait de manière logique,
SQL, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de, vous voyez, de vous parler en même temps, en fait, au fur et à mesure que vous construisez vos requêtes ou vos, voilà, la création de vos tables. Et c'est tout organisé de manière logique quand on fait bien les choses. Après, vous ferez peut-être des erreurs de frappe. Ça m'arrive aussi hein, régulièrement, surtout en SQL. Je vous le cache pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrivera assez régulièrement. Mais on se corrige en général relativement vite. Parce que c'est vrai qu'on fait pas de SQL tous les jours. C'est pas forcément la chose qu'on fait le plus. Donc on a quand même vite fait d'oublier des fois des mots, des petits, voilà, des petits détails. Mais on arrive très vite à se corriger. Et ça fait référence au ID user. Voilà. Donc je pense que ça veut tout dire, d'accord? On a une clé étrangère, newsAuthor, qui fait référence à ID user de table users. D'accord? Donc on va faire ça. J'espère que j'ai pas fait d'erreur. Oups, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Est-ce que déjà j'ai bien mon autre... oui, normalement lié. Hein. Table users. Non. Il me dit que j'aurais fait une erreur ici. Ah. Ouais, je fais une bêtise. C'est possible. Non? Fort possible. Le truc c'est qu'il me l'a enregistré directement, que j'ai même pas eu le temps de... Table news. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Note nulle. J'ai bien des virgules partout, un virgule. Ah purée, j'ai mis un point virgule ici. C'est pour ça qu'il a arrêté la requête. Faut faire gaffe. Oui, ça va vite les erreurs hein, quand on se mélange. J'avais dit, hein, c'est des choses... Ok, c'est bon, il l'a ajouté. Je vais quitter parce que c'est un gros bazar. Donc faites attention parce que vous voyez là, vous avez la preuve en direct qu'on peut très vite faire des erreurs. Des fautes de frappe, surtout quand on s'enregistre. Ok. Et là, describe table news. Voilà. Et vous avez du coup newsAuthor. Donc là, malheureusement, on ne le verra pas. C'est vrai que si on avait quelque chose, par exemple, qui nous schématisait les tables, on s'en rendrait plus compte. Et pour le coup, voilà. On a bien donc nos deux tables. Et vous voyez que du coup, on a quand même cette relation. D'accord ? Vous voyez, il y a mul qui se crée ici pour que newsAuthor soit relié à IDUser. Donc ça, vous en rendrez surtout compte quand on commencera à faire des vraies requêtes. Vous verrez que les relations ont bien été faites, parce que si elles n'ont pas été faites correctement, eh bien nos requêtes ne fonctionneront pas. Donc on se rendra très vite compte si on a bien fait les choses ou pas. Donc ça, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Voilà. C'est bon. Les notes nulles ont bien été appliquées, parce que j'avais peur qu'ils ne soient pas messi. Bah, écoutez, c'est bon, pas de problème. Donc voilà comment que ça se passe, d'accord? Aussi simple que ça. Si on veut l'ajouter par la suite, bah, c'est un peu pareil en fait. Hein, vous faites encore une fois un... C'est par exemple, on n'a pas fait ça, hein, on a oublié de faire cette ligne-là, pas de bol. Eh bien, on va juste faire ça. Ok. Non, table aussi, faut pas l'oublier. J'ai oublié la moitié de ma vie. Ok. Donc alter table, ici. Et là, bah, vous faites comme tout à l'heure. Foreign key, là, tout ce qu'on a mis, hein. Normalement c'est la même, hop, references de ça, et entre parenthèses, et là point virgule puisque c'est une requête, de ID user. Cette pas me gourer, hein, parce qu'en plus il fait très chaud. Alors j'aurais pas vous montrer des bêtises, ce serait quand même dommage pour vous. Voilà, on altère la table news, oui c'est elle. On ajoute une clé étrangère sur newsAuthor qui fait référence dans table user à ID user. Voilà. Vous voyez, quand on reprend les choses au fur et à mesure, on est à peu près sûr, hein, normalement, de ne pas s'être trompé là-dessus. Et ça, c'est bon. Si après vous avez besoin de la nommer, admettons, hein, vous avez besoin de nommer votre contrainte, là vous faites toujours pareil, la fameuse commande add constraint, vous lui mettez un nom, FK par exemple, pour foreign key, je sais pas quoi, ça marche aussi. Voilà. Et du coup, bah, ce serait simplement une foreign key de, pareil, newsAuthor, references, de tout ça. D'accord? Et éventuellement de plusieurs champs, on pourrait le spécifier sur plusieurs champs, mais non, on le fait sur un. Donc ça, c'est si vous avez besoin de nommer comme ça votre clé étrangère. Moi, honnêtement, je le fais jamais. C'est très rare en général que je nomme les clés, etc. Je préfère faire simplement la syntaxe comme je vous ai montré au début, qui, pour les usages que j'ai pu en avoir, en tout cas, était largement suffisante. Mais je suis obligé de quand même vous la montrer, parce que peut-être qu'un jour, vous voudrez utiliser cette syntaxe-là. Donc voilà comment vous pouvez faire.
Et si on veut la retirer, par exemple cette petite contrainte, bah, il suffit simplement de faire un drop. Pourquoi j'écris tout en minuscule? Drop foreign key, suivi du nom de la contrainte en question. D'ailleurs, si on voulait faire les choses proprement, on devrait, les noms des contraintes nommées, on devrait également les mettre comme ça, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça vous retirez la clé étrangère si jamais il y en a une qui était définie. Donc c'est bien quand on a le nom, quand on a quelque chose de nommé, parce qu'au moins on peut facilement les supprimer. Donc dans certains cas, ça peut être utile, donc c'est bien de le savoir aussi. Voilà pour foreign key. Donc je vous dis, ça c'est vraiment souvent ce qui pose problème aux gens qui apprennent SQL. Mais si vous avez compris ce principe, que ça permet de faire une relation comme ça, en ayant par exemple un identifiant qui est relié en fait à l'identifiant d'une autre table, et qui crée cette relation entre les deux, vous aurez tout compris en SQL, et ça va largement vous faciliter tout ce que vous allez faire dans ce langage, et toutes les requêtes que vous allez élaborer par la suite. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent là-dessus, alors qu'honnêtement, je pense que voilà, c'est quand même très très simple à comprendre, et si on prend ça de manière logique, ça s'assimile quand même beaucoup mieux. Voilà pour ces clés étrangères. Alors attendez, je remets le cerveau en plat. On a vu quoi? On a vu, j'ai bien fait de noter, hein, parce que là je suis perdu. Un note nul, on a notre default, check, unique primary key, auto-incrément foreign key, et les index. Voilà, on doit terminer avec les index. Un index, il va être utile, et très 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 utile, c'est une obligation, ça je vous le dis clairement, on termine avec ça. Dans le cas où vous allez avoir, on en avait parlé par exemple pour certains moteurs de stockage, notamment le moteur Maïsa, hein. Vous voyez l'avantage d'avoir vu les moteurs de stockage dans une autre vidéo, c'est vous savez de quoi je parle et au moins vous utilisez SQL en connaissance de cause et pas comme certains qui l'utilisent à l'aveuglette sans savoir ce qu'ils font. Eh bien vous avez expliqué que le moteur MyExam était très très pratique par exemple quand on a une table qui va par exemple avoir beaucoup de lectures à faire, beaucoup de recherches ou ce genre de choses. Donc dans le cas justement où vous avez énormément de lectures, c'est-à-dire de données à lire sur votre table ou des recherches à faire, l'idéal pour améliorer les performances, ça va être de définir un index. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser du coup de faire toujours les recherches, imaginez par exemple un système où il n'y aurait pas de cache, d'accord, il n'y aurait pas de système de cache, et bien SQL serait obligé de parcourir toutes les données à chaque fois. Et comme ça fonctionne sous une structure d'arbre, donc c'est-à-dire qu'on part d'un tronc qui peut ensuite se diviser en deux, et ces deux peuvent se diviser encore en deux, etc. Bref, ça pourrait comme ça avoir une quantité assez énormissime et du coup ralentir le temps d'exécution des requêtes. L'avantage des index, c'est comme pour un index par exemple Windows par exemple qui va indexer vos fichiers sur votre système d'exploitation, c'est qu'on va accélérer les choses puisqu'on aura un fichier, un cache, qui va enregistrer toute l'arborescence de votre table, et quand on aura besoin de faire de la recherche ou de la sélection, comme on aura déjà tout indexé, ça va aller très très vite pour donner les résultats de votre requête. Donc ça va évidemment, ça peut tripler les performances, voire même plus, dans certains cas on peut multiplier par 20 la vitesse d'exécution d'une requête, donc c'est vraiment pas inutile, il ne faut pas penser que c'est juste une petite accélération. C'est des fois la différence entre pas d'index et un index, ça peut être 20 fois plus rapide en termes de différentes exécutions. Donc c'est assez impressionnant l'apport que ça peut donner en termes de rapidité d'exécution et de performance. Donc l'index, dans le cas où on aurait par exemple une table en MyExam, parce que c'est évidemment le plus pratique, faire ça sur une InnoDB c'est pas forcément l'idéal, mais on n'a qu'à partir du principe qu'on a ici une table MyExam, même si c'est pas le cas, parce que je crois qu'elles sont par défaut en InnoDB, ce serait de définir un index. Pour ça, le meilleur moyen de le faire, donc vous avez par exemple vos tables qui sont créées, d'accord, il faut le faire bien sûr sur des tables existantes, là pour le coup c'est un peu différent que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour ça que je le fais sur la fin de cette vidéo, enfin on arrive à la fin, vous faites un create, ok. Je crois qu'il y a le mot unique mais il n'est pas obligatoire, donc il me semble qu'il est facultatif, donc à voir, mais moi je le mets pas, donc il doit être facultatif, c'est l'ancienne syntaxe. Donc vous faites simplement create index, vous donnez un nom, l'index, par exemple vous pouvez l'appeler IDX des users, des utilisateurs, on, alors, je vais lui mettre peut-être un, voilà, cet index là, sur la table des utilisateurs. Et l'index, vous le faites sur les champs que vous voulez. D'accord, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire un index sur tous les champs de la table, vous le faites sur tous les champs. Sinon, vous prenez que ceux qui sont pour vous utiles. Moi, par exemple, ici, l'username, il l'est. Le ID, comme il est automatique, aucun intérêt. Donc, je vais pas le mettre ici. On va mettre par exemple sur ça. Et puis, mettons, c'est tout. Voilà, genre juste sur ça. Voilà. Et du coup, je définis un index là-dessus. J'ai rien oublié. Voilà. Comme ça, alors je sais pas si on verra grand chose, est-ce qu'il me le montre là? Non, il me le montre pas les index, mais c'est pas grave, parce que peut-être qu'en faisant cette fois-ci show table status,
Normalement, il y a index... Ah, mais je le verrai pas bien. Je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond, il y a trop de trucs. Bref, bon, en plus, c'est sur du InnoDB, donc c'est pas forcément top, mais peu importe. Bon, bref, voilà, on a créé un index, et cet index-là va favoriser, va vraiment améliorer, rendre plus rapide l'exécution de requêtes de sélection, donc de recherche, comme vous allez l'apprendre à le faire plus tard dans cette formation, ou bah, simplement des recherches dans les données. Hein. Si par exemple vous voulez faire un petit moteur de recherche ou autre, dès qu'il va falloir comme ça parcourir le contenu de notre table, en ayant un index de défini, eh bien on va vraiment accélérer les choses. Si on veut le retirer, je vais noter là, attendez, alter table, je l'ai fait sur ça. On va bientôt terminer cette vidéo, pour ceux qui des fois s'impatienteraient. Après, comme je l'ai dit, hein, n'hésitez pas à la regarder j'espère que vous l'avez regardée en plusieurs fois, parce qu'elle est quand même assez longue, je pense. Je crois qu'elle fera plus d'1 heure, celle-là. J'ai pas fait gaffe à quelle heure j'ai commencé l'enregistrement. Mais je pense qu'elle aura pas mal occupé, elle aura occupé pas mal votre journée. Donc alter table user, voilà. Et on fait simplement drop index, suivi du nom de l'index qu'on avait mis. Moi c'était index user, hein, il me semble. Voilà. Donc pareil, ça vous en voyez peut-être pas l'utilité parce que vous n'avez pas encore fait d'énormes choses dans SQL, mais par la suite vous allez très vite vous rendre compte de leur efficacité. Voilà, donc ce sera très utile, on le verra, on pourra même par exemple tester des requêtes avec ou sans index, et on pourra comme ça voir, parce que vous voyez que le MySQL ici affiche le temps d'exécution des requêtes, donc ça me permettra d'observer des différences assez hallucinantes entre deux cas différents, même pas forcément sur des grosses bases de données. Hein. Déjà sur des bases de données assez modestes, on peut voir déjà des différences assez flagrantes, donc c'est plutôt sympa. Voilà pour les contraintes, d'accord, on a fait le tour. Alors index, je vais mettre par exemple pour la lecture et la recherche de données, quoi, hein, évidemment. Voilà, donc ça ce sont toutes les contraintes à connaître, not null, default, check, unique, primary key, l'auto-increment, foreign key et index, d'accord, tout ce qu'il y a à connaître. Je vous ai montré les syntaxes encore une fois SQL général, mais sachez qu'il y a des syntaxes également que pour MySQL, des syntaxes que pour Oracle, des syntaxes que pour PostgreSQL, des syntaxes que pour SQL Server, etc. Donc vous êtes bien évidemment libre de les apprendre si ça vous chante. Petite parenthèse de fin, hein, je vais pas vous laisser avec ça. Au niveau de la création de table, c'est simplement ce que j'en avais pas forcément parlé dans la vidéo précédente, et en y repensant, je me suis dit que ça pouvait être quand même bien de vous en parler, parce que c'est des choses à savoir faire. C'est à la création de table de spécifier des informations précises, par exemple sur le moteur de la table et tout ce qui est encodage, parce que vous savez que vous avez un encodage par défaut et un moteur de stockage géré par défaut, mais je trouve qu'il est mieux quand on crée nos tables par exemple de le spécifier manuellement pour être sûr, comme ça bah, si un jour on a des valeurs par défaut qui sont différentes que celles que vous auriez sur votre système, bah, vous n'ayez pas de mauvaise surprise. Donc on peut, et d'ailleurs je vais virer tout ça, hop, table users, ah oui bah oui il y a une... Oui, ça c'est, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, vous voyez, le fait d'avoir ça, c'est bien que j'y pense. Quand vous avez des clés étrangères, comme vous avez des relations qui ont été faites entre les tables, vous allez devoir enlever, donc casser les clés étrangères, les relations que vous avez, avant de pouvoir supprimer des tables. Tant que les relations n'auront pas été enlevées, vous ne pourrez pas, comme vous voyez d'ailleurs là en direct, supprimer une table en fait qui aurait des relations encore existantes. Parce que par exemple, quand vous aurez des données reliées, vous pourrez par la suite dire, bah, quand je supprime par exemple une news, eh bien toutes les informations qui sont reliées à cette news, je les supprime aussi, parce qu'il n'y a peut-être plus intérêt qu'elles soient là. Ou alors un utilisateur a été supprimé d'un site, il a demandé à ce qu'on retire tout son contenu, eh bien on demandera à retirer par exemple tous les messages du forum laissés par l'utilisateur Intel. Vous voyez ce genre de choses, ce qu'on appelle des suppressions en cascade, mais ça on verra ça par la suite sur les vidéos en SQL. Donc là du coup, alors est-ce que par contre je peux enlever l'autre? Pas vouloir, hein. Ah si, veut bien, ok, donc on a viré la table là. Ok. Très bien. Parce que comme j'ai enlevé la table qui avait la clé étrangère, du coup ça lui pose pas de problème. Donc évidemment ne faites pas ça sur un vrai projet, hein. Si vous faites ça sur une vraie base de données avec des vraies données, vous risquez de vous faire taper sur les doigts, hein, je vous le dis. Là je suis sur un truc en local de test, donc ça, je peux faire plein de bêtises, ça pose pas de problème. Mais dans la vraie vie on ne fait pas ça. Alors, pour cette table, bah écoute, on va virer celle-là, on s'en fiche. Donc vous pouvez le faire, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de le faire. À la création de la table, spécifier 3 informations qui peuvent être utiles. La première, c'est le moteur à définir. Vous avez vu que moi, par défaut, MySQL me définit tout en InnoDB. Mais dans le cas de tout à l'heure, on avait dit on va mettre un index. Ça aurait été mieux d'avoir une table en MyISAM, avec le moteur MyISAM. Donc pour ça, vous mettez, donc vous voyez après, ici, la parenthèse fermante de createTable, engine, et vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc ça peut être InnoDB ou le fameux MyISAM. Alors je crois qu'il n'y a pas de casse obligatoire, hein, genre minuscule, majuscule. Il me semble que vous pouvez écrire comme vous voulez.
Moi j'essaie de garder la syntaxe comme ça, par habitude. Ensuite on va définir le mot default, il me semble qu'il n'est pas obligatoire. Caractère 7, qui est le fameux UTF-8MB4, il me semble maintenant, comme je l'avais dit précédemment. Et on va avoir le collate. Alors là, ouais c'est ça, collate. Donc là c'est UTF-8MB4 underscore Unicode underscore CI, puisqu'on veut que ce soit par rapport à la casse. On enregistre. OK. Describe table users. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais des bêtises, hein. On voit que ouais, la vidéo était longue. Voilà. Comme ça la table est redéfinie, pas de problème. Et si je vérifie, je verrai par exemple que ça m'aura changé. Show table status. Voilà, vous voyez que ma table user elle est bien en MyISAM, alors que par défaut c'est en InnoDB et que ça a bien enregistré les bons encodages. Donc a priori c'est OK. Donc ça vous pouvez le faire et c'est mieux, parce qu'admettons que vous avez un fichier tout fait, d'accord, que vous allez importer. Sur votre machine, vous savez que vous avez spécifié InnoDB par défaut, ce genre de choses, donc pas de problème. Mais le jour où vous allez sur une autre machine qui n'a pas les mêmes paramètres par défaut pour le moteur de stockage, les encodages, et bien quand vous allez faire juste votre create table comme ça, et bien vous n'aurez pas les mêmes moteurs, les mêmes encodages, et vous allez avoir des mauvaises surprises quand vous allez faire vos requêtes. Que là, du fait que c'est spécifié manuellement, je suis sûr qu'en créant ma table ici, peu importe sur quelle machine, peu importe les paramètres par défaut, comme je spécifie mes propres paramètres manuellement, et bien ça appliquera ce moteur-là et ces encodages-là pour ma table table user. Donc n'hésitez pas à le faire, ça à chaque fois, c'est que 3 lignes de plus, même pas, on pourrait tout mettre sur une seule si on voulait. On pourrait faire ça comme ça. Moi je le mets sur 3 parce que c'est beaucoup plus facile à la lecture. Et voilà, ça prend pas beaucoup plus de temps et c'est bien de le savoir. C'est vrai que je n'en avais pas parlé dans la vidéo précédente, donc je le fais maintenant, puisque moi je le fais habituellement quand je fais mes fichiers SQL. Donc après tout, ce serait dommage de ne pas vous en faire profiter. Voilà pour cette vidéo qui, encore une fois, et comme je l'avais dit au début, était pas mal long, mais c'est vraiment une des vidéos, et je crois même peut-être la vidéo la plus importante sur cette formation SQL. J'espère que tout était suffisamment clair pour vous, d'accord, que j'ai bien expliqué les choses. Sinon n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, hein. S'il y a plein de questions n'hésitez pas, parce que la vidéo était très longue, riche en détails, en requêtes, en mots-clés. Il y avait plein de choses, j'espère que vous avez pu prendre des notes. Dans tous les cas, hein, c'est facile sur une vidéo, vous pouvez mettre sur pause, donc c'est plus simple que dans un amphi ou dans une salle de classe. Voilà, donc n'hésitez pas également à faire vos tables, à spécifier des contraintes particulières, à faire des tests pour voir voilà, que telle chose marche pas, pour assimiler tout ça. Et comprenez bien le principe de clé étrangère, il est très important parce que ça va vous suivre tout le long et ça vous servira tout le temps en SQL, quand vous ferez même avec du web, en PHP, en JavaScript, etc., même avec Python, avec d'autres langages de programmation, quels qu'ils soient. Ce principe de clé étrangère est très important en SQL puisque c'est ce qui détermine les relations entre nos différentes tables. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour la prochaine vidéo, on fera quelque chose de très court, hein, ça va changer. On parlera des utilisateurs, voilà, on fera une petite, on viendra sur quelques petites requêtes ou autres pour spécifier des informations et gérer nos utilisateurs qui pourront utiliser nos bases de données. Donc ce sera très court comparé à cette vidéo là. Je vous dis à très bientôt et encore une fois, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions et quelque chose n'a pas été compris, je serai présent pour y répondre. À bientôt tout le monde.